Bien, écoutez, voilà, je suis heureux de participer à cette université populaire et finalement à inaugurer un peu la saison. Je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Bruno Mattei, je suis j'étais professeur de philosophie à Lille. Je suis jeune retraité et j'étais plus précisément dans un institut universitaire de formation des maîtres, et donc je me suis attaché pendant plus de 35 ans à la formation des futurs professeurs d'école, de collège, d'abord dans ce qu'on a appelé école normale, d'instituteurs qui sont devenus IUFM en 1990 et qui maintenant, les IUFM ont disparu en tant qu'entité administrative depuis cette année, et les formations, ce qui reste de formation, disons, ont été remis dans l'université. Et puis je suis par ailleurs président de l'université populaire et citoyenne de Roubaix. C'est comme ça qu'au fond j'ai rencontré cet été, enfin plutôt un peu avant l'été, au mois de juin à Bruxelles, au printemps des universités populaires, les animatrices de cette université, donc Daniel et Julie, et là il se trouve que on a convenu de, entre guillemets, m'embaucher pour quelques conférences, 6 conférences, vous verrez les intitulés, je serai amené à vous rencontrer, enfin ceux qui reviendront bien sûr, vous ferez vos choix. Et puis, on a décidé d'ouvrir par une conférence sur la question de la fraternité. Je dis bien la question parce que la fraternité est vraiment en question. On ne sait pas très bien ce que c'est, même si ça a l'air un mot comme ça qui passe dans le paysage et qui éventuellement fait bien dans le décor, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous vous en doutez peut-être. Donc la fraternité, et d'une certaine façon, toutes les autres conférences que je vais faire, que je viendrai vous proposer, parlons d'exposés, conférences, ça fait un peu pompeux, mais bon. Mais si vous voulez, seront un peu irrigués par ce que je vais dire aujourd'hui. Aussi bien sur la question, je crois que la prochaine, c'est sur l'éducation. Effectivement, il y a un lien entre éducation et fraternité. Aussi bien sur la question de l'égalité, l'égalité des chances, fraternité, l'égalité. Sur la question de la laïcité aussi, ça a énormément à voir avec la fraternité. C'est pas la même chose une laïcité sans fraternité qu'avec une laïcité avec fraternité. La violence aussi. La question de la violence, puisqu'au fond la violence c'est justement l'abolition de la fraternité. On est en guerre, on n'est plus dans un processus de fraternisation. Donc il y a un lien, il y a une unité, et si vous voulez aujourd'hui, on va essayer de poser la question de prendre conscience un petit peu des exigences de la fraternité, pour ne pas dire trop n'importe quoi, essayer de clarifier un peu cette question. Et puis, donc, au fond, l'ensemble sera un peu irrigué par cette conférence d'aujourd'hui. Bien qu'évidemment, elles auront leur autonomie. C'est pas à chaque fois... la fraternité, c'est pas quelque chose de dogmatique. Au contraire, c'est surtout un questionnement que l'homme se fait à lui-même sur la meilleure façon de vivre ensemble. Mais on ne sait pas encore très bien, parce qu'on est une espèce beaucoup trop jeune et encore dans l'obscurité quant à son issue humaine. Voilà. Alors, autre petit point pour entrer dans le vif du sujet. Il se trouve qu'en général, une conférence ou un exposé est suivi par un débat. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de débat, parce que de toute façon, il n'était pas prévu, puisqu'après, donc, d'autres conférenciers qui vont présenter d'autres cycles vont exposer un petit peu leur programme, pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, place à eux, et puis, à partir de 9h, 9h15, vous commencerez à avoir envie de partir, donc on va pas... Donc, il n'y aura pas de débat. Mais on peut dire que ce n'est pas une mauvaise chose, et voici comment je vous propose, si vous voulez, la phase débat, en accord avec Daniel et Julie. Le débat sur la conférence ou l'exposé de ce soir aura lieu la prochaine fois, de la façon suivante. C'est-à-dire que, je vais dire un certain nombre de choses. C'est-à-dire un débat, en général,
quelques gens posent des questions, tout de suite, dans l'immédiateté, doivent réagir. Bon, c'est pas forcément évident. D'autres ont envie de poser des questions. Bon, ils osent peut-être pas. Puis bon, il faut pas que ça déborde trop. Donc souvent les débats, c'est un peu frustrant, hein, aussi bien pour les intervenants. Ils ont droit qu'à une question, parce que si le conférencier répond un peu à côté, ce qui arrive assez souvent, bon, ils ne peuvent pas dire oui, mais parce que les autres sont là, tu as déjà causé, quoi, etc. Donc ça crée une espèce de frustration que je comprends tout à fait. Et puis, parce que c'est pas sûr que le conférencier ait bien compris la question aussi, ou qu'elle ait été formulée de façon suffisamment claire pour que ça soit immédiatement lumineux. Donc l'idée c'est la suivante, c'est-à-dire que au fond vous allez repartir, un certain nombre de choses vont être dites, qui vont vous faire réagir, et je crois que là-dessus vous allez avoir en matière à réaction, je pense, parce que je vais dire des choses pas évidentes à entendre, mais vous avez le temps pendant un mois d'entrer un petit peu dans ce qui a été dit, et puis de formuler votre proposition, vos questions, hein, c'est-à-dire de revenir avec des questions, parce que je dirais les idées auront le temps un petit peu de cheminer en vous, et puis ça sera peut-être mieux. Hein. Alors d'autant plus que moi je vous propose aussi la procédure suivante, c'est-à-dire qu'au fond, je vais vous donner mon mail, et vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question déjà. Hein. Alors vous pouvez noter tout de suite, comme ça les sens. Alors vous notez Bruno. Enfin si vous voulez, hein, bien sûr. Ça n'a rien de. Bruno.mattei, M-A-T-E-I-1, le chiffre 1, @free.fr. Donc vous pouvez tout à fait m'envoyer votre question. Et je l'enregistrerai. Éventuellement, si vous souhaitez que je vous réponde, je vous répondrai à jour même, parce que j'ai multiples occupations, mais on est 15 jours déjà, et on peut, de façon déjà un peu interactive, ébaucher un débat. Donc le débat, parce que moi je trouve que c'est très important de débattre la question de la fraternité. Hein, s'il y a bien une question qui me paraît quand même essentielle au cœur du projet vacillant, du projet démocratique et du projet républicain, en ce moment en particulier, c'est bien la question de la fraternité. Enfin, je vais essayer de vous donner des éléments, non pas pour convaincre, mais pour que vous puissiez y réfléchir déjà. Et la fraternité n'est surtout pas un truc dogmatique. C'est une proposition, c'est essentiellement une question. Et c'est une vieille question. Bon, j'ai intitulé cette conférence... puisque le thème que vous avez cette année, hein, le thème général, c'est la résistance ou les résistances. Hein. Donc pourquoi pas vous proposer l'idée, la fraternité, valeur de résistance. Hein. Valeur de résistance, résistance à quoi? On va le voir. Hein. Mais j'aurais pu aussi bien l'intituler, ça m'est déjà arrivé, parce que sur la question de la fraternité, j'interviens depuis, je ne sais pas, 10-12 ans. Admettons, la fraternité est une vieille idée neuve, hein, une vieille idée. Avant même qu'on parle de liberté et de fraternité, il y a 2500 ans et plus, on parlait de fraternité. Le premier grand thème, la première grande valeur, où les hommes ont essayé de réfléchir sur comment vivre ensemble sans trop se détruire et se faire mal, c'est la fraternité. Hein, c'est pas liberté, égalité, fraternité, contrairement. Nous, on a un temps court, on a l'impression qu'on raisonne République, liberté. Non, c'est fraternité d'abord. Et il y a très longtemps. C'est une vieille question, une vieille idée, mais neuve, parce que justement, on ne sait pas toujours comment faire un monde et des sociétés fraternelles. On ne sait pas encore. On bricole largement là-dessus. Donc c'est une vieille idée, très vieille idée, hein, antérieure à la liberté, antérieure à l'égalité, mais neuve, parce que si on a un petit peu habité la liberté et l'égalité, sur la fraternité, vous ne faites pas d'illusions, il y a peu de choses. Alors, en chantier, enfin réellement, on peut faire des discours sur la fraternité, ça ne mange pas de pain, comme on dit, mais après, il faut passer à l'acte. Voilà, donc j'entre dans le vif du débat, puisqu'on m'a demandé de ne pas trop dépasser 1 heure, mais j'ai tendance à être un peu prolixe, et donc je crains de dépasser l'heure qui m'a été assignée. Alors d'abord, un préambule, pas une introduction, un préambule où je vais essayer justement de vous dire, de poser la question, hein, parce que ce que je vais essentiellement faire, c'est poser la question. C'est-à-dire,
essayer de nous rendre conscients à ce qui est impliqué par l'idée de fraternité, que j'appellerais plutôt une grande intuition. Hein. Au fond, il y a une grande intuition civilisatrice qui est censée donner du sens à l'idée que nous sommes une espèce humaine, donc à l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, ce qu'on ne sait toujours pas beaucoup, hein, mais c'est un peu normal, on est une espèce très neuve. Hein. Il faut dire que l'espèce humaine, Homo, elle a à peu près 200 000 ans, hein, en gros, ce qui est ridiculement peu à l'égard de la pendule de la vie. Hein. Bon. Donc, c'est pas étonnant hein, qu'on en sache si peu sur ce que c'est être une espèce humaine, alors que c'est infiniment plus complexe d'être un humain que d'être un animal. Vous en conviendrez rapidement. Hein. Mais donc poser la question, hein, je pense que c'est important, et d'ailleurs en philosophie, bon, je suis un peu philosophe, admettons, c'est important de poser les questions. Hein. Poser les questions, ça consiste, ça demande un vrai travail. Et quand on a posé la question, on a fait la moitié du chemin. Mais poser une question, c'est aussi renoncer à des questions qui ne sont pas les vraies questions, et c'est renoncer aux réponses qui sont des réponses à de mauvaises questions. Et souvent, on habite des questions, des réponses qui ne tiennent pas la route eu égard aux enjeux, aux défis de ce qu'on aurait à dire, en particulier sur la fraternité. Et souvent, si vous voulez, on ne cesse de, je dirais, c'est pas moi qui ai inventé cette formule, mais je la trouve jolie, on ne cesse on se pose souvent les mêmes réponses. Hein. Au lieu de poser des questions, on pose des réponses. Hein, et voilà, on tourne en rond dans des réponses qui sont insatisfaisantes et qui nous bloquent. Hein. Et en particulier, ce qu'on appelle la crise de civilisation qu'on connaît, il y a crise parce qu'on n'arrive pas à liquider l'ancien hein, pour accoucher du nouveau. Hein. On est dans cette espèce de nasse, là, parce qu'on vit encore sur des stocks de réponses, enfin, mais qui ne sont plus satisfaisantes. Hein. Donc sur la fraternité, je vais essayer de poser des questions, hein, donc vous serez peut-être déçus en disant des questions, mais si vous vous emparez d'une bonne question, c'est très important. Hein, vous aurez déjà, nous aurons déjà fait un bout de chemin, et encore une fois, il y aura 5 conférences pour essayer de donner un contenu hein, en côtoyant des thèmes, si vous voulez, qui interpellent tous la fraternité. Bon, alors la fraternité, c'est pas aisé. Hein, si vous voulez, de faire une conférence sur la fraternité pour 2 raisons. Hein. Parce que, premièrement, le mot fraternité est familier. Hein. Bon, on l'entend assez souvent. Dans la République française, il figure parmi les trois termes, hein, ou les 3 principes, que je préfère aussi appeler des valeurs. Hein. Donc, ce qu'il faut. Hein, ce qu'il faut pour être républicain, humain, etc. Hein, il est assez familier, même. Bon, vous savez même que c'est un des mots qui est le plus écrit dans les cités, fronton des mairies, école publique, etc. Bon, on voit fraternité. Bon, c'est pas un mot qui appartient à un jargon particulier, philosophique ou technique. Bon, de temps en temps, on l'entend prononcer. Beaucoup moins, il est vrai, que liberté et égalité, mais enfin. Bon, il fait partie un peu du paysage. Hein. Donc il y a une certaine familiarité, et justement c'est ça qui est dangereux. Hein. Le philosophe Hegel disait ce qui est bien connu, justement est mal connu, justement parce qu'il est bien connu. Hein. Cette espèce de familiarité fait que ce qui est connu d'une certaine façon, parce qu'il est connu, n'est pas connu. Hein. C'est un espèce de paradoxe. Vous savez que les philosophes aiment bien les paradoxes, hein. À côté de doxe, c'est la doxase, l'opinion commune. Le paradoxe, c'est ce qui vient bousculer un peu les idées reçues. Ce qui est connu n'est pas connu justement parce qu'il est connu. Et c'est exactement le cas de la fraternité. On a comme ça la petite musique éventuellement de la fraternité dans la tête, mais si vous voulez, on est loin d'épuiser, enfin de donner du sens réellement à la question de la fraternité. C'est un peu ça que je vais un peu travailler, donc peut-être aller contre des idées toutes faites qui sont les nôtres, hein. Je ne dis pas les vôtres, moi je ne suis pas comme ça spécialement différent, enfin j'essaye d'accorder, de réfléchir et d'agir aussi peut-être sérieusement
autour de la question de la fraternité, et plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est difficile. Mais c'est un peu comme les scientifiques qui disent, plus ils savent des choses, moins ils ont l'impression d'en savoir. Hein, vous interrogez un savant, il vous dit, mais moi je sais rien. Hein. Et vous vous dites, mais alors, une prix Nobel, de machin, etc. Ne faites pas d'illusions. Hein. Et plus on avance peut-être dans un sujet qui interroge notre humanité profonde, moins on a l'impression d'en savoir. Hein. Un philosophe de l'Antiquité disait plus on descend plus on descend dans l'âme humaine, dans la psyché humaine, etc., moins on n'atteindra jamais le fond. Hein. Plus on descend, plus on a l'impression que c'est profond. Hein. Mais plus on croit savoir, plus on a l'impression, bon, ça y est, on sait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà. Donc, je dirais, je reprends la parole d'un philosophe, Alain, hein, philosophe du fin 19e, 20e siècle, philosophe républicain, un penseur très stimulant, hein, qui disait, à propos de la fraternité, il disait la fraternité c'est difficile de près. De près. Parce que, évidemment, de loin, vu de loin, la fraternité, ça peut paraître comme ça, bon, dire des choses, mais de près. Et moi, si vous voulez, je vais essayer de vous parler au plus près possible, c'est-à-dire au plus près des difficultés qui sont inhérentes à cette question de la fraternité. En particulier, j'aborderai la distinction entre la fraternité et la solidarité. De loin, on a l'impression que la solidarité et la fraternité, bon, c'est un petit peu la même chose. Bon, la fraternité, ça serait la solidarité, mais en un peu plus chaleureux, etc. Vous verrez que ça n'a rien à voir. La fraternité et la solidarité, c'est des logiques très différentes. Presque rien à voir. Je ne dis pas complètement, mais... Donc c'est un paradoxe, parce que peut-être vous pensez que la solidarité, la fraternité, bon, vu de loin, ça se ressemble, hein, ça parle du vivre ensemble, d'être plus proches les uns les autres, etc. Bon. Donc c'est pas... Mais je vous propose cette réflexion, vous en ferez ce que vous voulez, hein, mais ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Hein. Alors, voilà, une difficulté, et justement, autre difficulté, quand on regarde les choses de près, on verra que d'une certaine façon, puisque notre thème c'est la résistance, hein, si on veut que la première chose à prendre conscience, c'est que nous résistons à la fraternité. Hein. C'est-à-dire la première résistance, c'est prendre conscience de pourquoi, au fond, c'est si difficile d'être fraternel. Hein. La fraternité, c'est pas simple, hein. C'est un travail, c'est une épreuve. Donc et pourquoi nous résistons à la fraternité? Parce que d'une certaine façon, moi, si je vous dis, bon, est-ce que vous êtes pour la fraternité ou pour la guerre? Bon, vous allez tous me dire que vous êtes pour la fraternité, vous n'avez rien contre, hein. Franchement, vous auriez bien tort. Oui, on voudrait vivre dans un monde fraternel, sauf que nous y résistons. Hein, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et prendre conscience de pourquoi nous résistons à la fraternité, c'est-à-dire nous interroger sur notre psyché profonde et sur notre ethos d'être humain, ça vaut la peine de faire ce travail de prise de conscience, parce que si nous voulons que la fraternité soit une valeur de résistance à tout ce qui nous empêche de vivre d'une façon à peu près humaine, hein, ce qui est le cas actuellement, hein, l'humanité n'est pas très développée, humainement parlant, évidemment, peut-être scientifiquement, mais ça c'est autre chose. Hein. C'est parce que nous ne savons pas encore exactement faire de la fraternité, enfin nous concilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec l'idée que la fraternité, ça pourrait être un langage, un partage et des attitudes, etc. Alors, voilà. Donc, pourquoi nous résistons à la fraternité? Bon. Alors, la deuxième difficulté, mon préambule est un peu long, mais encore une fois, on a jusqu'au mois de mai, je crois, pour achever ce propos sur la fraternité. C'est aussi bien la première difficulté, je vous l'imputerai volontiers, hein, bon, mais moi aussi, mais la deuxième, c'est un peu de mon fait. Hein. C'est-à-dire que parler de la fraternité, c'est un peu osé. Hein. Faire un exposé sur la fraternité, c'est un peu contradictoire. Car la fraternité, la pierre de touche de la fraternité, c'est pas tellement le discours, hein, c'est l'agir. Hein. On peut faire un discours sur la fraternité, vous pouvez avoir devant vous un orateur convaincant, argumenté et même chaleureux. Hein. On peut donner l'illusion comme ça, voilà. Mais c'est pas le discours qui est la pierre de touche, hein. C'est agir. Hein.
Il y a un auteur, c'est une phrase qui m'interpelle beaucoup personnellement, peu importe l'auteur, il n'est pas très connu. En 1924, il disait, dans un propos sur un ouvrage, mais qui n'était pas uniquement consacré à la fraternité, il disait « Je parlerais mieux de la fraternité si je vivais de façon fraternelle ». Vous voyez, qu'il avait conscience, excusez-moi, il y a des petites sautes de son. Est-ce que c'est de mon fait? Bon, bref, je continue. Oui, je parlerais mieux de la fraternité si je vivais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le vécu qu'on a soi-même qui permet de parler et qui nous autorise et qui nous légitime de... Oui, je suis trop près. Bon, voilà, je m'en doutais. Je veux être trop fraternel avec le micro. Ça doit être ça. Vous voyez, la pierre de touche, c'est l'être. Hein, la fraternité, c'est le témoignage qu'on en donne. Hein. Être un témoin, témoigner, ça vient testis, le témoin testis, hein, ça veut dire la semence, hein, ça veut dire la vie. Hein, testis, testicules, les semences, tout ça. Bon, c'est le témoignage, c'est ça la pierre de touche. Hein. Et vous n'êtes pas dupe, vous savez très bien que quelqu'un qui vous fera un beau discours sur la fraternité, hein, ça ne remplacera pas quelqu'un qui témoigne, qui vous donne le sentiment d'un vécu et d'une authenticité. Hein. Le discours n'est jamais forcément très authentique. Et je vous rappelle, mais je vais y revenir, que si nous nous rapportons à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est à peu près le seul texte que nous pouvons partager en commun sur cette planète, hein, si nous le voulons, si nous voulons lui donner du sens, l'article 1er, c'est-à-dire l'article principe qui fonde l'ensemble de l'édifice des droits de l'homme, dit hein, tous les hommes doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Hein. D'accord ? Voilà, c'est le fondement, hein, c'est l'esprit de fraternité. Je vais vous parler d'esprit de fraternité. Mais ils disent, doivent agir. Alors, c'est pas dit, ils doivent causer de la fraternité. Hein, doivent agir. Et là, si nous n'agissons pas, nous n'aurons fait qu'une déclaration gentille, tout ça, et puis bon voilà, c'est beau, la fraternité, et puis maintenant retournons à nos petites guéguerres usuelles, à notre esprit de lucre, de domination, etc. Doivent agir. Et c'est bien ça la pierre de touche. Et je ne sais pas, moi, si en parlant de la fraternité, j'agis ou pas, et j'ai toujours un doute parce que, au fond, je sais pas, bon, la vie est la vie, et je n'ai pas l'impression d'être toujours un cadre spécialement fraternel, même si j'essaye un peu de... Voilà, donc je me sens un peu mal à l'aise. Donc je tenais à en témoigner pour ne pas vous faire croire que des choses. Alors malgré tout, malgré ce que je viens de dire, malgré ces réserves qu'il faudra peut-être franchir, ça vaut quand même la peine de s'interroger sur la fraternité, si on essaie de le faire d'une façon authentique et véridique, hein, parce qu'il y a des enjeux autour de la fraternité. Et maintenant, peut-être plus que jamais, et des enjeux qui nous, si vous voulez, qui nous font une espèce qui nous posent à nous un défi, un défi sur notre humanité, sur l'avenir de notre humanité. Alors je vais vous dire ça autour de 3 citations, comme ça, pour fixer l'enjeu de façon peut-être un peu brutale, et peut-être vous ne vous attendiez pas à ce que ça monte aussi haut, mais on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Alors je vais citer 3 personnes, pas pour m'abriter derrière eux, parce que je partage tout à fait, si j'avais pas cette conviction qu'il y a des enjeux qui engagent l'avenir de l'humanité autour de la fraternité, j'ai bien dit autour de la fraternité, hein, pas la solidarité. La solidarité, c'est l'étage en dessous, c'est 2-3 étages en dessous. Mais autour de la fraternité, bon, ben, je ne serai pas forcément là. Hein. Alors, il s'agit de 3 personnes qui sont plus ou moins connues, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les 3, elles ont un parcours intellectuel ou philosophique ou spirituel un
peu différents, mais elles arrivent toutes à la même conclusion, et c'est ça qui est une espèce de convergence qui ne vaut pas preuve, mais qui mérite quand même d'être soulignée, voire méditée. Alors, ce sont ces trois personnes. Je vais les citer par ordre chronologique. Le premier, il se réclame de la tradition chrétienne. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant, j'y reviendrai, que la fraternité apparaît dans le judéo-christianisme. Il y a 2500 ans, etc. C'est dans cette sphère occidento-orientale que la question de la fraternité, encore une fois la question, puisque ce qui est parlé dans la Bible, ce sont des questions. La Bible, ce n'est pas un ouvrage dogmatique, et qui peut nous parler à tous, d'ailleurs, qu'on soit chrétien, agnostique ou athée, peu importe. Bon. Mais alors le premier, c'est Martin Luther King, qui disait, autour de 1960, peu de temps avant d'être assassiné par la haine, ce qui est le contraire de la fraternité, il disait ceci, il disait, de façon un peu radicale, qui va peut-être vous choquer, mais bon, c'est pas fait pour ça, mais c'est fait pour nous faire réfléchir. Il disait, ou bien nous apprendrons à vivre tous ensemble de façon fraternelle, ou bien nous périrons tous comme des idiots. Ou bien nous apprendrons. La fraternité, c'est pas donné, c'est pas dans le paquet naissance. Nous apprendrons à vivre ensemble de façon fraternelle, ou bien nous périrons tous comme des idiots de ne pas avoir su être des êtres humains. L'espèce humaine disparaîtra, et on pourrait ajouter, c'est logique, si les hommes ne savent pas être des hommes, la sanction, c'est la disparition. Logique après tout. Si c'est pour être une humanité, ça ne vaut pas forcément la peine, c'est pas joli. Bon, alors le deuxième, dans l'ordre chronologique, c'est un essayiste assez brillant, connu, Jacques Attali, qui est un auteur prolixe, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui a quand même dit dans un livre, parce qu'il a écrit tous les ans, il y a 1 ou 2 livres de Jacques Attali, et parmi ces livres, il y a un livre un peu surprenant, mais lui, il est dans la tradition, il se situe comme un agnostique, mais dans la tradition quand même judéo-chrétienne. Et la question de la fraternité, en tant qu'intellectuel, l'a interpellé, et il a écrit un livre qui s'appelle Fraternité au pluriel, 2002, et voilà ce qu'il écrit. À nous, c'est dans la conclusion, à nous de comprendre, à nous, pas aux voisins, mais à nous, que la fraternité n'est pas un rêve naïf, ni un discours de secte, mais la seule voie, la seule voie réaliste de survie de l'espèce à laquelle vous appartenez, vous. Car je dirais, moi je ne suis pas sûr d'appartenir à l'espèce humaine, mais je répète, à vous, à nous, de comprendre que la fraternité n'est pas un rêve naïf, c'est-à-dire une utopie, ni un discours de secte. On pourrait dire la fraternité, oui, il y a des gens, la fraternité, c'est plus ou moins suspect, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons autour de la fraternité, ni un discours de secte, mais la seule voie réaliste. Vous voyez, c'est réaliste, c'est pas utopique. Contrairement à ce qu'on dit, la fraternité, c'est... Non, c'est tout ce qu'il y a de plus réaliste. Il n'y a pas mieux que la fraternité, c'est notre sol. Seule voie réaliste de survie de l'espèce à laquelle vous appartenez. D'accord ? Voilà. Bon. Vous en penserez ce que vous en voudrez, là. Vous dire, il exagère, tout ça. Il fait son malin. Bon. Troisième, alors dans l'ordre chronologique, c'est quelqu'un qui est plutôt athée. C'est Régis Debray, intellectuel bien connu, un peu marginal, esprit caustique, etc., qui a écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle Le moment fraternité. Peu importe que vous l'ayez vu passer ou pas, le moment, il dit c'est le moment. Voilà, si on ne capte pas la fraternité et qu'on n'essaye pas de la transformer dans les relations humaines, voilà ce qu'il dit, ce cher Régis, avec retrouver le sentiment du nous fraternel, parce que la fraternité, ça nous convoque sur le mode du nous. Retrouver le sentiment du nous fraternel au lieu du moi-je. Moi, je, tel un individu, moi, le nous. Bon. Retrouver le sentiment du nous fraternel au-delà du moi-je, au-delà, il faut traverser le moi-je, c'est une question de survie. Non seulement spirituelle, mais physique.
chaque fois, le terme c'est survie. Hein, c'est la fraternité ou peut-être plus grand-chose, ou bien une dégradation de l'idée qu'on pourrait se faire de vivre comme des êtres humains. Hein. Donc oui, c'est assez étonnant cette convergence. Hein. Le chrétien, l'agnostique et l'athée. Hein, Régis Debray dit il n'y a pas plus athée que moi. Hein. Lui se situe plutôt dans la tradition où la fraternité s'est laïcisée à partir du XVIIIe siècle dans la République, etc. La fraternité a été reprise dans le discours des Lumières républicains, hein, et donc on n'a pas besoin d'être chrétien pour revendiquer et se reconnaître dans la valeur de fraternité. Hein, au cas où certains diraient bon, c'est pour les chrétiens, c'est leur affaire, mais moi, bon, d'accord. Bon, donc vous voyez, cette convergence pourrait éventuellement nous interpeller, hein, et nous donner à penser et nous questionner. Voilà. Hein. Alors je tenais à dire ça, même si vous trouvez que c'est un peu ça, on fait fort tout de suite, c'est pour vous dire, bon ben voilà, peut-être cette question, cette interpellation vaut la peine d'être appropriée, etc. Alors dernier point, avant d'entrer dans le vif, hein, je vous ai dit que mon préambule serait long, mais enfin c'est un préambule pour 6 mois de présence parmi vous, ou certains parmi vous, ceux qui auront le courage de s'accrocher à ce cours de philosophie. J'ai une petite demande à vous formuler. C'est-à-dire que bon, vous êtes là, classique, un conférencier, des personnes qui écoutent, etc. Mais il y a 2 façons d'écouter. Hein. Il y a une façon que j'appellerais en extériorité et une façon en intériorité. Hein. Et concernant la fraternité, je pense qu'il faudrait écouter plutôt en intériorité. Parce qu'en extériorité, ça veut dire quoi? Vous allez entendre un discours sur la fraternité. Bon, comme vous pourriez entendre un discours, je ne sais pas, dans le programme sur d'autres sujets, bon voilà, ça défile, mais vous restez un petit peu extérieur au sujet peut-être. Hein. C'est-à-dire, c'est intellectuellement, vous allez capter un certain nombre d'informations et d'analyses, mais ça peut rester extérieur sans vous toucher, sans résonner en vous. Pourquoi pas? Bon, puis après tout, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais la deuxième façon, c'est une écoute en intériorité, c'est-à-dire, au fond, non pas seulement d'écouter, mais d'entendre. C'est pas la même chose. Entendre, ça veut dire voir comment ce que je vous propose peut résonner en vous, retentir en vous, ce que ça vous fait. Au fond, de vous dire, poser la question, la fraternité et moi là-dedans. Hein, comment je reçois ça, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'éprouve, ça peut vous énerver, vous intéresser, et certaines choses que je vais dire, je ne me fais pas d'illusions, vous agacer. Hein. Désagréable quand même de dire bon moi quand même oui, monsieur a l'air de dire que non, bon ça c'est beaucoup plus compliqué, enfin donc voir comment ça retentit en vous, ça vous touche ou pas, hein, c'est-à-dire d'être présent si vous voulez intérieurement au sujet, hein. C'est plus facile de rester extérieur, hein, surtout à 9h du soir, fatigué, bon là c'est un travail, hein, de vous sentir concerné par la question. C'est une proposition. Et là, de voir si de noter plutôt que de prendre des notes, monsieur machin a dit ça, tiens, je veux savoir des trucs en plus, pour pouvoir briller dans les salons avec la fraternité. Je caricature, parce qu'il y a peu de chances que dans les salons on parle de fraternité, bien sûr. Bon, mais vous voyez, et peut-être justement de laisser les idées, j'allais dire le message, mais c'est prétentieux, hein, je ne suis pas là pour... Mais quand même, je pense que, je dirais, la fraternité a quelque chose à nous dire, ou l'esprit de fraternité, pour reprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et de voir comment, dans les jours qui viennent, vous vous sentez par rapport à ça, et comment vous résistez, pourquoi pas, et comment... Voilà, et à partir de là, je pense que plus vous écouterez en intériorité, plus le débat, la prochaine fois, sera intéressant. Bon, et c'est une formule qu'on va inaugurer, puisqu'on n'a jamais fait, on ne fait jamais des débats un mois plus tard, etc. Mais là, en un mois, vous avez le temps de laisser descendre et de vous laisser habiter éventuellement par l'intérêt, la résistance, les objections tout à fait légitimes que vous serez amené à faire. Donc c'est une proposition. Voilà. Donc essayez de faire cet effort
vous voyez, de ne pas regarder la fraternité comme les vaches regardent les trains passer, hein, mais plutôt de vous pénétrer de cette intuition, hein, ce que j'appelle moi une grande intuition civilisatrice qui n'a pas fini de nous parler, parce que justement elle a à peine commencé à nous interpeller. Et quand je dis à peine, c'est vraiment à peine, et à grand-peine. Bien. Alors, deux temps dans mon propos. Premièrement, ce que je vais faire essentiellement aujourd'hui, hein, c'est un état des lieux. Hein. Au fond, je me dis, bon, voilà, en tant que philosophe, ou je préfère dire apprenti philosophe, parce que dire qu'on est philosophe, c'est un peu prétentieux, enfin, m'intéressant à la réflexion sur l'être humain. Un philosophe s'intéresse à la question de l'humanité de l'homme, hein, sous différents aspects. Je vais enquêter sur la fraternité. Donc c'est un état des lieux, un certain nombre de constats que je vais vous proposer le plus objectivement possible, sans essayer d'en rajouter, d'en soustraire. Hein. Bon, voilà, mais si je vous dis des choses malhonnêtes, vous pourrez éventuellement me contrer, ou vous aurez le temps de vérifier éventuellement. Donc faire un certain nombre de constats pour aboutir à un diagnostic. Hein, parce que ce n'est pas un constat pour faire des constats, mais parce que le diagnostic, c'est au final devoir me poser la question de la résistance, de pourquoi nous résistons à la fraternité. Hein, pourquoi c'est si diablement difficile d'entrer dans le propos de la fraternité, dans la proposition de fraternité qui nous est faite depuis que l'homme a commencé à réunir ses idées, à les écrire, à faire récit de lui-même, c'est-à-dire en gros entre 3000 et 2500 ans, hein, ce qui est ridiculement peu de temps. Hein. Même si 3000 ans, là, ça paraît le bout du temps, non, c'est le commencement du temps pour l'homme. Hein. Là où il commence à réfléchir et à se poser des questions. Bien. Donc, état des lieux, enquête, et deuxième temps, c'est, si vous voulez, un peu de voir comment nous pouvons faire éventuellement, trop près. Bon, alors comment on peut, excusez-moi encore, faire de la fraternité une valeur de résistance. C'est-à-dire, si nous approprions tant soit peu le message de la fraternité, alors, si vous voulez, avec tant soit peu muni de l'esprit de fraternité dont nous parle la Déclaration universelle, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein. C'est un texte, je veux dire, voilà, c'est le seul texte qui a une valeur universelle et qui devrait nous concerner, hein, tous les hommes. On ne peut pas faire mieux, hein, c'est pas un philosophe farfelu, c'est tous les hommes. Hein. Bon. Comment on peut alors effectivement, vêtu d'un esprit de fraternité, résister à tout ce qui nous empêche à devenir fraternels et à devenir des êtres humains, tout simplement. Mais c'est diablement pas facile, parce qu'il y a un lien évident entre la fraternité et l'humanité, je préfère parfois dire l'humanité de l'homme, hein. C'est-à-dire plus nous grandissons en fraternité, plus nous grandissons en humanité, et réciproquement. Plus nous sommes des êtres humains, plus nous pouvons mettre en œuvre concrètement la fraternité. Parce que, encore une fois, c'est agir. Hein. C'est pas faire des discours. Et vous voyez, le paradoxe, c'est que moi je parle. Bien. Alors, l'état des lieux. Premièrement, ça va occuper les 3/4 de ce qui me reste comme temps, parce que je vais jeter quelques pistes, et ces pistes, encore une fois, elles vont courir pendant toute l'année. Hein. Vous avez compris le schéma. Alors, l'état des lieux, je vais partir de la République, faire un certain nombre de constats qui vous donnent à voir un petit peu l'état de la question. Hein, l'état de la question. Pour montrer que c'est pas simple, parce que vous allez forcément découvrir des choses, vous pensez des choses, vous allez apercevoir que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Vous pensez que la République a à voir avec la fraternité, je vais vous dire le contraire. J'ai mis là-bas un article que j'avais écrit dans le journal Le Monde en 2002, qui s'appelle « La République n'est pas fraternelle ». Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais effectivement, la République, non seulement n'est pas fraternelle, mais c'est construit contre la fraternité, malgré les apparences. Vous voyez que ça va un peu bousculer des idées reçues. Bon, alors évidemment, je parle de notre territoire, d'un territoire qu'est la République, mais évidemment, la fraternité ayant une vocation universelle, ça déborde largement le cas de notre
petite république, mais on a situé d'abord dans un espace et dans un temps qu'on peut s'approprier. Hein. Bon, et encore une fois, au contraire, la fraternité déborde les frontières par essence, hein. N'est pas quelque chose de renfermé sur un lieu, une nation, etc. Hein. Bon, même si elle a à voir, hein, je ne veux pas dire, elle ne nie pas des réalités, hein, mais elle les déborde, elle les transgresse beaucoup. Alors, première remarque, sur la devise républicaine. On en parle beaucoup actuellement. Vous avez remarqué les valeurs de la République, le discours, le débat avorté sur l'identité nationale il y a quelques mois. Alors on disait, voilà, quelles sont les valeurs de la République, notre identité. Alors, c'est pas très bien toujours, mais on dit, bah oui, liberté, égalité, fraternité, vie, laïcité. On a raison de rajouter laïcité, même si c'est pas sur le même plan. Hein. Mais avec ça, on tient déjà un corps de valeurs qui peut nous donner beaucoup à penser. Il n'y a pas besoin d'en rajouter 50 autres, hein, puisque toutes les autres, finalement, se déduisent, hein, je n'ai pas le temps de vous le montrer ici, de ces 4 grandes valeurs, en tant que la laïcité est un peu décalée par rapport aux autres. Mais j'y reviendrai, puisque je vais consacrer une séance à la question de la laïcité, hein, qui est vraiment une question aussi qui est très, très, très mal pensée, y compris en France, qui se targue de sa laïcité. On verra ce qu'il en est. Bon, la liberté, égalité, fraternité, mais on voit que la fraternité apparaît en dernier. Hein. On est à liberté, bon, virgule, égalité, virgule, puis fraternité. Alors, historiquement, si on s'en tient une séquence courte, c'est vrai. Hein. Pendant la Révolution française, liberté, égalité, on a débattu un peu de la fraternité. Hein. Bon, puis il s'agissait de reconstruire une nouvelle société, hein, débarrassée de l'ordre ancien, qui était un ordre théologico-politique, hein, dominé par, si vous voulez, des structures politiques, bon, je n'ai pas besoin de nommer, et derrière, il y avait la transcendance de Dieu, une organisation autour de la religion et des principes, des dogmes, bon, qui structuraient, etc. Bon. Donc on a mis la liberté à la place, hein, se débarrasser de tous les assujettissements, y compris l'assujettissement théologico-politique. Hein. Liberté, égalité, la Révolution française n'a pas conclu, donc il n'y a pas eu de conclusion, bon, ça s'est arrêté brusquement, bon, donc on en est resté à liberté, égalité, transition, puis vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que la fraternité est apparue au moment de la Révolution de 1848, février 1848, c'est là que s'est fixée la devise républicaine. Hein. Des fois on dit c'est la Révolution française, non, hein. C'est 1848, mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Alors c'est pas un hasard si c'est apparu, c'est important parce qu'il y a eu tout un débat de fond avant la Révolution, parce que la Révolution de 48 c'est arrivé comme ça brutalement et tout de suite la devise s'est constituée. Mais tout de suite, c'est pas parce qu'il y a un type qui a été inspiré, qui a dit écoutez les amis, j'ai un truc génial à vous proposer, la fraternité, on fait la devise, et puis voilà, ça y est, on va avancer, hardi les amis. Non, c'est que la monarchie de Juillet, je vais vous étonner, la monarchie de Juillet a été un lieu de fermentation et de débat extraordinaire sur l'idée républicaine, on a ici, hein, sur la démocratie, la République, la fraternité. Il y a eu des débats extraordinaires, et puis sur l'idée de socialisme aussi. Hein. Mais pas le socialisme marxiste, justement. Hein. C'était un autre socialisme qui ne sera pas repris par le discours marxiste, bon, peu importe. Bon, enfin, c'est parce que ça a été des débats très, très, très riches, et on a appelé ça d'ailleurs, un historien, Marcel David, a écrit un livre qui s'appelle Le printemps de la fraternité, genèse et vicissitudes de la fraternité, donc 1830-1848. Hein, bon. Et il y a eu vraiment, c'est la seule fois en France d'ailleurs, qu'il y a eu des débats partout dans la presse, dans des clubs, etc., sur la fraternité. Hein, c'était le printemps, l'âge d'or. Sauf que, après le printemps, on attend l'été, on attend l'automne, l'hiver, ben, il n'y a pas eu d'été de la fraternité, il n'y a pas eu d'automne de la fraternité, on est passé tout de suite du printemps à l'hiver. Bon. Alors le printemps à l'hiver, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que à partir de la Troisième République, hein, qui a retenu la devise, qui a continué la devise, liberté, égalité, fraternité, mais qui d'une certaine façon
n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui s'est passé, et cette séquence apparemment historique est en fait une séquence que je vous demande de considérer comme étant une séquence plus qu'historique. À travers ça, c'est une séquence, si vous voulez, philosophiquement parlant, qui devrait nous interroger pour comprendre pourquoi essayer de comprendre pourquoi la fraternité et tout de suite a été reléguée très tôt par la Troisième République. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la devise, tout ça, la République voulait la fraternité, non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que dès 1880, c'est-à-dire très tôt, on a songé, pour des raisons que je vais essayer de vous exposer un peu brièvement, c'est vrai, mais je pourrais y revenir, parce que bon, je ne peux pas tout dire, mais il faut quand même poser la question. On a les républicains, qui étaient qui étaient pour la République, mais pas pour la Révolution, etc. Au contraire, justement, ce qui les avait inquiétés dans la Révolution de 1948, c'était que c'était des révolutionnaires. Ils voulaient vraiment, au nom de la fraternité, construire une autre société. Tandis que les républicains n'ont jamais été des révolutionnaires. La République continuait la Révolution française, qui était une révolution bourgeoise. Péguy, d'ailleurs, en 1902, écrira un très bel article, je parlais tout à l'heure, qui s'appelle L'égalité bourgeoise et la fraternité révolutionnaire. Il pensait que l'égalité, c'était au fond une façon pour la bourgeoisie de se servir, mais n'était pas du tout pour justement construire un peuple, je dirais, d'êtres humains véritablement égaux, etc. Donc il disait que seule la fraternité était révolutionnaire. Mais pas. Quand on entend révolutionnaire, on a un peu des images toutes faites, la révolution, les fusils, etc. Pas du tout. Péguy était un chrétien, républicain, socialiste, mais pas du tout socialiste, plutôt tendance Jaurès. D'ailleurs, s'il y a eu deux républicains, il y en a pas eu beaucoup, des gens qui ont pensé la fraternité sous la République. Il y en a eu moins deux, il y a eu Péguy et Jaurès. Par ça, je ne vois pas grand monde qui ait dit des choses sur la fraternité. Enfin, évidemment, n'est pas Péguy et Jaurès qui veut, je vous le concède. Bon, alors, à partir de la Troisième République, très vite, on a pensé à substituer, à remplacer la fraternité par la solidarité. Mais dans un esprit de substitution et de remplacement, en disant, la fraternité, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Alors on a voulu remplacer quelque chose de dérangeant par quelque chose d'arrangeant. La solidarité, c'est plus commode, plus consensuel, on prend moins de risques, on n'est pas obligé d'avoir autant d'attention à tout le monde. C'est un espèce de bricolage, tandis que la fraternité, effectivement, c'est dérangeant et exigeant. La solidarité, ça va. On s'en tire à bon compte avec la solidarité. Et voilà ce qu'a... Alors, évidemment, ce que je vous dis là, je vais le développer un peu parce que ça va vous surprendre. En général, on dit que la fraternité, la solidarité et la République maintient la confusion. Vous voyez, par exemple, récemment, je suis tombé sur un petit que sais-je, sur le droit public, écrit par un juriste, et il déclare « La fraternité porte aujourd'hui le nom de solidarité. » Point à la ligne. Bon, vous voyez, mais porte aujourd'hui le nom, ça veut dire, avant, vous vendez la fraternité, maintenant, c'est la solidarité, mais c'est un changement de nom, quoi. C'est une modernisation, donc c'est à peu près pareil. Bon, moi, j'habite à Lille, ville qui, comme vous le savez, dont la mairesse est Martine Aubry. Elle a écrit un petit bouquin sur la solidarité. Elle n'est pas très connue, et elle dit la solidarité et la fraternité, c'est presque la même chose. Donc pareil pour elle, c'est kiff-kiff, etc. Donc là aussi, introduit une espèce de... Alors c'est un mensonge, puisque la Troisième République, lorsque vous lisez les textes, ils sont à disposition de tout le monde. On voit bien que les républicains ont essayé de réviser à la baisse la fraternité par l'idée de solidarité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, une ou deux petites citations, ça fera pas de mal. Bon, voilà ce que disait quelqu'un qui était
ceux qui ont introduit dans la République l'idée de solidarité plutôt que la fraternité. Bon, en gros, ils disaient la fraternité, c'est pas possible. Bon, c'est trop, les hommes, tout ça. Bon, et ils disaient, ce qui est un peu idiot comme raisonnement, vrai d'une certaine façon, mais ils disaient, bon, les hommes passent leur temps à se faire la guerre, donc on n'est pas fraternel. Bon, on peut pas. Bon, c'est idéaliste. Hein, c'est tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas. Hein. Mais évidemment, si les hommes se font la guerre, c'est justement parce qu'ils ne sont pas fraternels. Hein. Des êtres humains fraternels ne se font pas la guerre, par définition. Hein. Ils cherchent, au contraire, à vivre ensemble, pour valoriser au mieux, les uns par les autres, tout leur potentiel humain. Alors évidemment, c'est idiot, ils ne font pas la guerre. Ben oui, ils se font la guerre. Bon. Bien sûr, mais eux, ils ont dit, comme ils font la guerre, donc, ils ont renversé le raisonnement, ils ont dit, donc ils ne peuvent pas être fraternels. Hein, c'est trop idéaliste, et alors, effectivement, ils ont invoqué des arguments plus ou moins spécieux, en disant que bon, la fraternité, ça relevait plutôt d'une espèce d'idéalisme qui n'avait rien à voir avec un certain réalisme, prendre les gens comme ils sont, bon, ils ne sont pas fraternels, essayons de les rendre solidaires. Hein. Plutôt, bon, alors je vais expliquer, mais et en disant, bon, alors revenant sur la question de la fraternité dans un contexte laïque, la fraternité, c'est évidemment, c'était amené par les religions, donc la laïcité qui était une laïcité assez anticléricale, même si maintenant elle s'est un peu adoucie, mais enfin c'était rude, etc. Disait bon, c'est une idée qui suppose de croire en Dieu, qui nous a créés fraternels, on est frères, tout ça. Bon, enfin, ça c'est un discours, mais on ne peut pas se l'approprier. Qu'est-ce qui nous dit qu'on est frères, etc. Bon, frères au nom de qui, au nom de quoi. Donc l'idée de frère leur paraissait une idée un peu mystifiante. Hein. Et la laïcité, encore une fois, c'était bon, laissons la fraternité aux chrétiens, laissons-leur dans l'espace privé s'ils veulent, hein, on n'a rien contre, mais dans l'espace public, la fraternité, c'est pas ça. Un auteur disait, un républicain, un Bontin, disait la fraternité, c'est fait pour les chrétiens, les francs-maçons et les imbéciles. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde, mais voilà, bon, vous voyez, c'est clair et net. Hein. Et bon, voilà, mais nous, républicains, qui sommes des gens réalistes, rationalistes, positivistes, etc., nous ne sommes ni des imbéciles, ni des chrétiens. Alors les francs-maçons, ça se discute un peu, hein, puisque, bon, enfin, laissons les francs-maçons tranquilles, mais c'est vrai que l'idée de fraternité a compté et compte encore pour ces réseaux qu'on appelle les francs-maçons. Hein. Et d'une certaine façon, vous voyez, on revient un peu. Alors pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Hein, il y a l'idée de qu'est-ce que c'est l'idée de solidarité ? Hein, l'idée de solidarité, c'est l'idée, enfin, que tous les hommes dépendent les uns des autres. Hein, c'est-à-dire qu'on est en interdépendance. On ne peut pas vivre les uns sans les autres, hein, d'une certaine façon. Donc on est solidus. Solidus en latin, ça veut dire qu'on tient ensemble. On ne peut pas faire sans les autres. D'accord ? Donc il faut, au nom de ça, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve un peu. On ne peut pas... voilà. Mais ça ne remet absolument pas en cause la solidarité, l'idéologie ou le type de société dans lequel la République se situe. Parce que la République, c'est pas comme ça un truc éternel. La République, telle qu'elle s'est incarnée en France et ailleurs, c'était une République qui se situait dans un système qui est plus qu'un système économique, qui est le capitalisme, c'est une façon de penser, etc., dans le productivisme économique, la révolution industrielle qui se faisait, le mode de pensée, et, si vous voulez, en développant plutôt des valeurs individualistes que des valeurs collectives. Hein. Donc, effectivement, à partir de là, ils se sont dit, mais on doit vivre ensemble, on ne peut pas, bon, voilà, même si ça ne nous plaît pas. Donc, essayons de créer de la solidarité, c'est-à-dire que notre société, effectivement, capitaliste, productiviste, individualiste, elle produit beaucoup d'injustices, elle produit beaucoup d'inégalités, et il n'en faut pas trop, parce que si on a un trop, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la Commune de Paris, on va avoir la Révolution de 48, et bon, donc il faut, la solidarité, c'est essayons d'atténuer, hein, de réguler les inégalités, les injustices, de les soulager, mais pas de les supprimer. Il n'a jamais été question, lorsque vous regardez les programmes construits par derrière la solidarité, il y a une idéologie qu'on appelle le solidarisme. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin,
Bon, voilà, il y a tout un courant positiviste, scientiste, etc., qui croyait dans la raison, et le raisonnement, etc. Bon, une société de ce type-là qui, si vous voulez, essayait de raisonner de façon un peu, bon, moi je dirais cynique, hein, parce que la solidarité, il ne s'agissait pas de remettre en question les privilèges, les forts et les faibles. D'ailleurs, j'ai plein de citations, bon, je n'ai pas le temps, mais enfin, disons, bon, la société, il y a des forts et des faibles, hein, il y a des inférieurs et des supérieurs, mais il faut lisser tout ça, parce que si on va trop loin, donc soyons solidaires, faisons quand même quelques lois sociales, donnons l'impression quand même, etc. C'est ça la solidarité, hein, qui a été construite. Et c'était une machine de guerre contre la République, contre la fraternité. Il faut savoir, Régis Debray, dans son livre, la formule est jolie, le moment fraternité, où Régis essaye de réhabiliter un peu la fraternité, dire réveillons-nous peut-être sur cette question-là, il dit la solidarité, c'est la fraternité châtrée. Châtrée, ça veut dire dévitaliser. Hein, on dévitalise quelque chose et on en fait une espèce de truc sans vie. Hein. La solidarité, c'est sans teneur humaine très, très haute. Hein. C'est une façon de réviser à la baisse. Hein. Au lieu de penser à une humanité, de la pousser de l'avant, on la retient, hein, au nom de quelques privilèges, etc. Donc vous voyez, la question, c'est un peu complexe. Hein. Donc voilà ce que disait. Et alors, il a été question, sous la Troisième République, de changer de la devise. Hein. Bon, plusieurs fois. Alors qu'en 1948, quelqu'un disait, bon, je vous passe, la devise républicaine sera fraternelle ou ne sera pas, disait, il n'y a pas de devise républicaine, la République ne sera pas complète sans la fraternité, il manquera, ce sera un déséquilibre. Hein. Au contraire, la Troisième République a dit, voilà, un auteur, bon, le principal théoricien de ça, c'est un homme politique important, aussi un intellectuel, un scientifique, qui est moins connu que Jaurès, que Clemenceau. Il s'appelait Léon Bourgois, et il a écrit en 1896 un livre qui s'appelle Solidarité. Et voilà ce qu'il dit. On a semblé d'abord prendre la solidarité comme une simple variante du troisième terme de la devise républicaine, une variante. Hein. Bon, mais non, lui, il dit, le troisième terme, c'était la fraternité, et il dit, il doit se substituer, hein, à la fraternité, et de plus en plus. Hein. Il dit, n'y a-t-il qu'un mot nouveau et comme un caprice de langage, où ce mot n'exprime-t-il pas une idée nouvelle, donc remplacer la fraternité, et l'indice d'une évolution de la pensée générale. Pour lui, c'était, on allait mieux vers le progrès, vers des sociétés, mais il oubliait de dire que c'était des sociétés inégalitaires, et il n'était pas question d'y toucher, hein. Les injustices, il fallait simplement modérer, faire en sorte que ça ne soit pas trop sordide, quoi, hein, parce que d'abord, si c'était trop, les gens allaient se révolter, et puis que ça n'est pas marché. Donc on avait intérêt. Hein. Mais si vous voulez, c'est une conception de l'autre, alors que la fraternité est ouverte à l'autre, hein, et d'une certaine façon, étant en attention à tout autre que soi, hein, etc., il semble que le message de la solidarité, c'est on est bien obligé de faire avec les autres. Un patron, il ne peut pas faire sans les ouvriers. Hein. Même s'il voulait, voilà, pour produire et faire mes billets, il faut que j'ai des ouvriers. Et les ouvriers, c'est pareil, ils ont besoin du patron. Donc, mais c'est vraiment pas, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Bon, si on pouvait, d'une certaine façon. Donc c'est une vision, si vous voulez, assez restrictive sur l'autre. Hein. Bon, il y a une espèce de, au fond, c'est les autres, pas trop. Hein. Alors que la fraternité, c'est beaucoup les autres. Hein. On ne vit bien humainement que si on se rapporte tous les uns aux autres d'une façon que j'essaierai de vous expliquer. Donc c'est un autre message. Hein. La logique de la fraternité et la logique de la solidarité, c'est deux logiques différentes. Alors ce qui est cruel là-dedans, c'est que la solidarité fait obstacle, fait écran, si vous voulez, empêche, si vous voulez, au message de la fraternité d'émerger. C'est comme si on lui l'interdisait. Mais pas complètement. Les républicains ont été habiles, ils ont dit quand même, on ne va pas enlever la fraternité. Il était question, ils ont dit, bon, on enlève la fraternité et on met la solidarité à la place. Oui, non, enfin, Léon Bourgois a même dit, un seul mot suffirait, hein, la fraternité, la solidarité, et puis
de la solidarité, on pourrait déduire la liberté et l'égalité. Bon, ça allait jusque-là, mais en même temps, ils ont laissé la fraternité, à mon avis, pour deux raisons. Enfin, c'est une interprétation. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi, finalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout? Ils avaient le pouvoir, ils auraient pu dire... Alors, à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que, quand même, ils se sont dit, il y a une espèce de sentiment peut-être d'un sacrilège. Quelque part, vous voyez bien que c'était très fort, la fraternité. Ils touchaient, vous voyez, il y avait une espèce de sacré, le sentiment quand même que la fraternité, il y avait quelque chose, même s'ils n'avaient pas le courage d'aller, on va quand même pas briser j'ai l'impression qu'ils toucheraient à quelque chose de l'humain, et ils ont dit, la fraternité, ça sera un supplément d'âme. Léon Bourgoin, un supplément, comme ça, pour certains, ils en ont peut-être besoin, on va être tolérant, mais à condition que la fraternité reste dans ses cordes. Régis Debray a une très belle formule, il dit, la fraternité, c'est comme une vieille cousine qu'on invite au bal, on la met dans son coin, on la pomponne, mais on ne l'invite jamais à danser. Elle est là, elle est dans le décor, c'est joli, une vieille cousine bien, ça. C'est décoratif, vous dites, voilà, je vous présente la fraternité. Mais la fraternité, voilà, elle est un peu désactivée. C'est joli comme formule, mais c'est exactement ça, quoi. C'est dit. Et puis la deuxième raison, à mon avis, c'est le fond judéo-chrétien, mais dans ce qu'il a de plus mauvais, c'est-à-dire la mauvaise conscience, la culpabilité, ou la bonne conscience. La solidarité, c'est qu'une bonne conscience, on se donne. Conserver la fraternité, c'est se donner bonne conscience, qui est l'inverse d'une mauvaise conscience. Donc il y a eu ce rapport un peu trouble qui existe toujours d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de tentative d'aller plus loin, parce qu'il n'y a pas de débat en France sur la fraternité. Il n'y en a aucun. De temps en temps, il y a des petits bruits, mais voilà, il y a des hommes politiques qui prononcent le mot parfois, vous pouvez écouter, mais ça veut à peu près rien dire dans leur bouche. Mais que ça soit, comme on dit, à droite, entre guillemets, ou à gauche, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je ne sais pas très bien s'il y a une différence énorme, surtout vu de la fraternité, ils pensent la même chose. Mais j'ai écouté récemment, assez dans l'air, l'émission, vous connaissez, sur la 5, François Hollande, là, qui en ce moment fait une remontée comme ça. Là. Et alors, on interrogeait de Moron là, sur les valeurs républicaines, lui aussi, les valeurs, tout le monde est pour les valeurs en ce moment. Il y a un grand débat. Et alors, il dit, à un moment, il dit la liberté, l'égalité, et la fraternité, il dit la fraternité, c'est quelque chose en plus. Et puis, il s'est arrêté là. Quelque chose en plus. Vous voyez, il n'a pas su quoi dire, il n'a pas été plus loin. Voilà. Il ne savait pas quoi dire, il n'a rien à dire. Oui, mais c'est la réalité. Ça m'a frappé. Et ça m'a fait penser à Jean-Pierre Chevènement, qui est un grand parangon de la République, et qui disait dans une interview à Philippe Val, lorsqu'il était encore directeur de Charlie Hebdo, il a dit la fraternité, c'est un rajouti. Le mépris. La fraternité, c'est un rajouti. Espèce de dire, c'est un truc comme ça, les gens se sont fait plaisir. Regardez. Non, la fraternité, la République se porterait beaucoup mieux sans la fraternité, ça revenait à dire ça. Un rajouti. C'est même pas un rajout, une espèce de grand seigneur républicain, rajouti, là, passez votre chemin, là, votre fraternité. Ça m'avait extrêmement frappé. Et avec le sentiment que, je vous cite aussi il y a 25 ans à peu près, j'avais lu dans un article du Monde cette phrase d'un essayiste assez brillant, peu importe son nom, il n'est plus tellement connu, et il disait la chose suivante, de tous les grands principes dont se réclame la Révolution française, celui que l'on cite le moins, c'est la fraternité. On a honte de la fraternité, on évacue la honte en affectant de parler de solidarité. On a honte, on est gêné, là, c'est dérangeant, c'est pas bon, tout ça, mais on en éprouve quand même de la honte. Voilà, on sait bien que c'est peut-être pas très, très brillant
de ça, mais voilà, on a honte de la fraternité et on préfère parler de solidarité. Voilà, bon, et bon, voilà, je vous lance des pistes. Vous voyez si vous êtes bravement pour ou si vous êtes un peu gêné, embarrassé. La fraternité, je ne sais pas trop. Bon, et bon, voilà, hein, c'est des choses quand même que je voulais rappeler pour vous éviter de penser que la fraternité, la République, si vous voulez, accompagne la fraternité. Au contraire, elle s'est construite contre la fraternité. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, je veux dire, c'est des faits, vous pouvez le lire, le vérifier, mais on le cache. On cache ce pan bleu glorieux de notre histoire. Et peut-être si on le cache, c'est peut-être justement parce qu'on en a honte quelque part. Alors est-ce qu'on doit vivre dans cette espèce de mensonge, de honte, de dissimulation, ou bien est-ce qu'on doit dépasser et à ce moment-là, d'une certaine façon, réenvisager, clarifier et réenvisager la question de la fraternité au regard des enjeux que je vous ai proposés tout à l'heure autour de 3 personnages qui ont assez consistants humainement et intellectuellement, je crois. Enfin, bon, voilà. Voilà un certain nombre de choses que je voulais dire. Et alors, très curieusement, vous voyez, il y a eu un sondage, des sondages, bon, l'opinion, lorsque je vous disais que, bon, d'une certaine façon, on interroge les Français sur leur dit est-ce que vous êtes pour la fraternité, comme ça. Bon, ils diront certainement oui, hein. Bon, on va dire, bon, ouais, ça serait sympa, bon, pourquoi pas, après tout. Il y a 2 ans, la revue Télérama, que vous connaissez, elle fait de temps en temps des numéros spéciaux. Donc en 2009, au début 2009, elle a fait un numéro sur la liberté, un numéro sur l'égalité, un numéro sur la fraternité, ponctué par un sondage d'opinion, bon, avec les méthodes, etc. Elle dit aux Français, ce qui est d'ailleurs une question stupide, mais je vous dirai pourquoi, est-ce que vous, de 3 valeurs constitutives de la République, à travers sa devise, qui symbolise un petit peu l'attachement qu'on peut avoir pour des valeurs, dans ce qui nous fait vivre, eh bien, les gens devaient dire s'ils en pinçaient davantage pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors voilà ce que ça a donné. Évidemment, la liberté, peut-être, la liberté, moi, bon, et pourquoi pas, 78%, l'égalité 64% et la fraternité 16%. Bon, la chute. Hein. Bon, il y a de la. Vous voyez, alors, d'une certaine façon, les gens sont un peu pour, comme ça, mais quand on leur demande de choisir, bah, la fraternité, elle se réduit un peu à la portion congrue. Mais dans la mesure où nous sommes formatés dans une république anti-fraternelle, c'est pas étonnant. Je veux dire, ça s'explique très bien. Hein, on n'apprend pas aux gens à valoriser la fraternité, mais la compétition, la rivalité, l'opposition, non pas le nous fraternel, mais le moi-je, etc. Ça commence à l'école, hein, bon, je n'ai pas besoin de vous faire du dessin. On en parlera la prochaine fois, puisque mon sujet, ce sera la crise de l'éducation. Et, évidemment, la crise de l'éducation, elle s'explique beaucoup par cette espèce de déficit de fraternité qui fait que on n'apprend pas à l'école avec des êtres humains, je ne sais pas ce qu'on apprend à l'école. Bon, il y a un formateur 35 ans dans un UFM. Bon, on vient me dire que peut-être je m'y attendais. J'ai encore un peu de temps quand même. Bon. Et puis comme je reviens en deuxième, comment on dit, en deuxième. Voilà. Non, alors, vous voyez, c'est intéressant de voir. Et vous, si on vous avait posé la question, qu'est-ce que vous auriez répondu? D'abord, j'espère que vous n'auriez pas répondu parce que c'est une question stupide. On ne veut pas séparer les 3. C'est pas liberté, virgule, égalité, virgule. C'est les 3. Il faut penser les 3 ensemble. Égalité, moi, à un moment, je mettais des tirets quand je faisais les arts. Et maintenant, je fais égalité, je fais liberté, je ne fais pas de séparation pour montrer que on ne peut pas penser l'une sans l'autre. Hein. Et la liberté sans la fraternité, c'est pas la même chose que la liberté avec la fraternité. Ça n'a pas du tout le même sens. Hein. La liberté fraternelle ou la liberté du moi-je ou la liberté du... Donc vous voyez, donc c'est un peu stupide de dire aux gens est-ce que vous êtes pour ça? Non, on ne répond pas à ça. On dit, on essaie de comprendre ce système complexe hein, qui est la devise républicaine. Hein, c'est la seule réponse intelligente. Mais c'est révélateur que alors les gens ont répondu, ils ont répondu qu'ils n'en avaient rien à cirer de la fraternité, en gros, quoi. Hein, ce qui correspondait exactement aussi à un sondage, enfin,
Bon, étant enseignant, bon, à l'époque, ceux qui sont enseignants se rappellent peut-être, mais bon, c'était pas impérissable de s'en souvenir. Il y a eu un débat, un grand débat, paraît-il, sur l'éducation en 2004, qui a donné lieu à une publication importante du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle l'école au miroir de la République, etc. 600 pages. Et une des questions qui étaient posées, c'était quelles sont les valeurs républicaines qui doivent être enseignées à l'école, enfin, selon vous. Donc, on peut laisser la question des valeurs, parce que éduquer, c'est aussi transmettre des valeurs, donner à réfléchir sur des valeurs. Et la réponse, ils avaient classé, pour ceux qui ont répondu. Alors, il y avait 3 wagons, enfin 3. Alors, il y a un premier, alors évidemment, liberté, laïcité, les grandes orgues, etc. Et puis, deuxième, et en troisième, alors c'est savoureux, il dit quelques rares, troisième groupe, c'était quelques rares personnes ont invoqué la solidarité et la fraternité. C'est-à-dire quelques enseignants, on se demande d'où ils venaient, ceux-là, pensaient que la fraternité, etc. Quelques rares, c'était marqué, quoi. Donc, alors si les enseignants commencent à exciter les gens sur la compétition, etc., au premier, bon, effectivement, on est mal barré déjà. Et les enseignants jouent ce jeu. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, ce sera la prochaine conférence, quoi en penser. Bon, moi, ayant été formateur pendant 35 ans, j'ai pu voir ça de l'intérieur, je ne vous en parle pas de l'extérieur. Bon, donc vous voyez, et alors, dernière observation, dans l'élément du constat, la dernière observation, c'est le peu de cas que fait la philosophie française ou les sciences humaines de la fraternité. J'ai été frappé, j'ai consulté des dictionnaires dans mon enquête, curiosité légitime, regarder de près, etc. Les dictionnaires de la philosophie qui ont commencé à apparaître dans l'université à la fin du XIXe siècle, mais sous l'influence justement du positivisme, du scientisme, pas le temps de développer, etc. Le premier grand dictionnaire, ceux qui ont fait des études de philosophie, le Lalande, vocabulaire technique et philosophique, première édition 1898, vous ne trouvez aucune mention du fraternité. Alors vous avez liberté, égalité, solidarité, évidemment, on était en plein dedans, et vous avez religion, vous avez charité, on dit, c'est sympa, mais pas fraternité. J'ai consulté tous les dictionnaires philosophiques de sciences humaines et sociales, il n'y a aucun où il n'y a aucune entrée fraternité. Vous pouvez chercher, j'en ai consulté une douzaine. Il n'y a aucun qui parle, alors, liberté, etc. Il y en a qui parlent de charité, de religion, bon, la charité, bon, pourquoi pas. J'ai rien contre le fait que la charité figure dans la philosophie, mais pas la fraternité. C'est curieux, cet oubli. Il y a une espèce d'oubli de la fraternité. Et, dernier point, en 2004, François Fillon, qui était ministre de l'université d'Arche, je ne sais pas quoi à l'époque, Premier ministre, il a fait publier un guide républicain avec l'idée républicaine en France qui a été diffusé dans toutes les écoles. C'était censé un peu apporter qu'est-ce que c'était l'idée républicaine. Et donc il y avait un glossaire et des textes. Dans le glossaire, vous avez 26 termes qui sont censés configurer l'idée républicaine. Il n'y a pas la fraternité. Vous avez liberté, égalité des chances, solidarité, religion, enseignement religieux, comment faut-il le concevoir, l'école. Rien sur la fraternité. Il y a une espèce de censure, carrément. Et les textes choisis, vous n'avez aucun texte qui se rapporte à la fraternité. Vous avez des textes sur des tas de choses, la justice, la laïcité, etc. Bon, bien, mais pourquoi pas la fraternité? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Mais j'ai pas l'impression que ça ait choqué grand monde. Enfin, bon, mais voilà, je vous donne je vous laisse ça et vous voyez ce que ça vous fait. Bon, la fraternité nous ennuie que la fraternité après tout, ou bien vous dites, il y a peut-être quelque chose à voir avec cet oubli-là et l'état de nos sociétés. Vous voyez, faire le rapprochement entre les deux. Je vous laisse à cette question-là. Bon, alors, récapitulons, je vais m'arrêter à quelle heure? Maintenant? Bon, alors je vais faire. Alors, je vais vous dire deux ou trois autres choses. Je n'ai pas d'y revenir, mais voilà. Alors, je voulais vous dire quand même que la question de la fraternité, donc ça. Alors, voilà, nous résistons à la fraternité. Alors, c'est très intéressant, je vais vous donner une citation. Enfin, en 1880,
c'est intéressant parce que c'est une période très riche. Là, il se passe des choses pas très catholiques pour la République, mais bon, enfin, c'est le moment où apparaît la notion de laïcité, où apparaît la solidarité, ça vient ensemble, enfin, la laïcité à la française. J'aurais l'occasion de vous expliquer que la laïcité à la française, elle n'est pas spécialement laïque, enfin, on verra. Bon. Mais apparaît aussi un dictionnaire de la politique qui a une grande influence en 1880, et voilà ce que dit l'auteur. Il dit: quand on prononce le nom de liberté, on sait ce que ça veut dire. D'accord, liberté, bon. Quand on parle d'égalité, ce mot a une signification claire et déterminée. Il n'en va pas ainsi quand il s'agit de fraternité. Ici, tout est vague et indéfini. Et il ajoute, je passe un peu pour arriver à la fin, il dit: comment faire régner la fraternité parmi les hommes? Comment la traduire, cette fraternité, dans des lois, des institutions, dit-il? Ici, on est évidemment en face d'un problème, d'un ordre moral, d'un idéal qui résiste à prendre corps. Ce qui est intéressant, il pointe la question. On résiste à la liberté, on croit, enfin c'est clair, ou on croit que c'est clair, hein, on croit savoir ce que ça veut dire. Bon, mais si on le croise, on fait comme si on le savait. Bon, l'égalité, bon voilà, les hommes se sont battus pour la liberté, 19e siècle plutôt, l'égalité plutôt le 20e, et la fraternité, c'est vague, qu'est-ce que c'est que la fraternité, vous voyez? On est en face d'un problème. Il note que c'est pas sur le même plan que les autres. Donc effectivement, on est plus pas dans une perspective juridique et politique tout de suite, mais dans une perspective morale ou éthique. Hein. Ça nous interroge sur notre structure psychique, sur notre ethos. Ethos en grec, ça veut dire notre psyché humaine, notre façon d'être psychique, hein, collectivement, nos façons de penser, nos façons de faire et d'être, hein, sur notre psyché. Hein, vous voyez, la fraternité nous interroge et il dit ça résiste. Effectivement, ça résiste parce qu'on n'est pas au clair sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, en définitive. Mais effectivement, on peut noter ça, c'est vague et indéfini, mais il botte en touche après. Il dit, bon, ça résiste, point à la ligne, mais il n'en tire aucune conclusion. On dit ça résiste. Mais ce qui est intéressant, hein, ce qu'on essaiera de faire peut-être, pourquoi ça résiste? S'interroger sur nos résistances à la fraternité. Qu'est-ce qui est si difficile, hein, dans notre psyché, hein, pour que nous consentions à devenir des êtres humains? Ouais, l'humanité, les hommes ne consentent pas encore à être des êtres humains, à réfléchir à la hauteur de ce que c'est qu'être un être humain. Hein. On est 2-3 étages en dessous, vous voyez? Mais au lieu de dire, ça résiste, voyons pourquoi ça c'est le ça freudien, le ça l'inconscient collectif, hein, les pulsions archaïques qui sont en nous et qui sont encore très vivaces et très vivantes, hein, notamment la peur des autres, l'esprit de compétition, de domination, etc., qui sont des mécanismes psycho-éthiques très anciens, hein, mais il n'y a pas que ça, mais effectivement, l'emprise de ça est très forte, et elle est plus forte maintenant. Paradoxalement, si vous voulez, la résistance à la fraternité, c'est un paradoxe, est beaucoup plus forte en démocratie que dans des régimes, si vous voulez, de type holistique, hein, qui étaient très encadrants, avec des structures, etc. Hein. On avait moins de mal à vivre ensemble, paradoxalement, hein, que maintenant, où la démocratie favorise plutôt, paradoxalement, dont on dit que c'est le meilleur de tous les régimes, à l'exception de tous les autres, comme disait ce brave Churchill, hein, paradoxalement, le type de démocratie, je ne dis pas en soi, mais la démocratie telle que nous la concevons, elle développe davantage, si vous voulez, elle alimente davantage nos structures archaïques, etc. Bon, je ne vous demande pas de le prendre pour argent comptant, je vous fais cette proposition, hein, je pourrais la développer longuement, hein, bien évidemment, j'ai déjà écrit des choses autour de ça, hein, pour nous éviter d'avoir des idées un peu toutes reçues, la démocratie, ça, voilà, on atteint... non, parce qu'on n'a pas les moyens psychiques de la démocratie. C'est un peu comme si vous voulez, je prends une image parce que je suis obligé d'aller vite, je vois l'œil plutôt que la pendule. On était passé brutalement en conduite de chevaux, ça va, comme si brutalement on était passé d'une 2 chevaux à une Formule 1, hein, sans avoir, si vous voulez, l'équipement
psychique et éthique pour conduire la Formule 1. Alors, on vous balance là-dedans, ben, vous allez tout partout, vous contrôlez plus rien, hein, et ben, passer de trop vite peut-être, sans avoir les moyens de nos ambitions, hein, actuellement, on est en train d'aller, comme on dit, hein, on va dans le mur, quoi. En gros, plus ou moins, on va d'un côté à l'autre, on ne maîtrise plus très bien, si vous voulez, la suite de l'humanité. Hein. La crise écologique, dont on parle tant, étant un peu le symbole de toutes les autres crises, hein, qui sont des crises de civilisation, des crises de passage. Donc, une crise, c'est un moment critique, hein, où, encore une fois, la crise, on peut en sortir par le haut, on peut au contraire lisser sa peau. Hein. La crise, quand elle devient critique, un malade dans un état critique, il peut aussi bien mourir que... Bon. On est un peu dans ce cas de figure. Hein. On est dans une Formule 1 qu'on ne sait pas conduire. Quoi. Avec ça, on peut dire, voilà, on laisse aller comme ça, on va s'étriper en disant c'est de ta faute, c'est toi qui ne sais pas conduire, etc. Ou bien on peut justement s'interroger sur notre pauvreté psychique humaine, nos phénomènes archaïques. Hein, Edgar Morin disant que l'homme, si vous voulez, est encore dans la préhistoire de son humanisation, hein, nous sommes des êtres préhistoriques, psychiquement parlant. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, et même certains soutiennent que les hommes préhistoriques étaient un peu plus humanisés que nous. Bon, là, c'est un petit peu aller pousser le bouchon trop loin pour vous ce soir. Hein, j'irai pas jusque... mais peut-être, hein, c'est paradoxalement. Lisez le livre d'un anthropologue, Âge de pierre, âge d'homme, je sais pas, de Marshall Chalitz. Il montre bien que, il vivait de façon un peu plus raisonnable, un peu plus construite, etc., avec peu de moyens, mais voilà, ça tenait la route, quoi, avec ce qu'ils avaient, quoi. Tandis que nous, on ne tient pas vraiment la route, quoi. On est en train de... Voilà, pour l'instant. Hein. Donc, voilà, réfléchir sur nos résistances, pourquoi ça résiste. Hein. Donc, si vous voulez, on essaiera de voir ça un petit peu plus avant la prochaine fois. Hein, et un dernier point, je vous avais dit tout à l'heure que je voudrais terminer sur ce point aussi de constat, hein, qui est de vous dire que effectivement, on a oublié que la fraternité, les premières questions que les hommes se sont posées, c'est la question de la fraternité. Hein. Ça paraissait logique. La fraternité, c'est apprendre à vivre ensemble, hein, en faisant attention les uns aux autres, en négligeant personne. Hein. C'est bien tous les hommes doivent vivre ensemble. Hein, et tous les hommes, c'est important, tous les hommes. Hein, ça veut dire tous, sans exception. Hein. Et il y a une belle phrase de Peggy dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure, que je vous ai dit. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est pour ça que la fraternité est révolutionnaire, il dit, il suffit qu'un seul homme, un seul, soit tenu sciemment, ou ce qui revient au même, sciemment laissé dans la misère, pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine, c'est-à-dire le contraire d'une cité de fraternité. Vous voyez, tous les hommes. Ça veut dire sans exception. Et ouais, c'est exigeant parce que tous les hommes, mais bon, lui quand même, bon, il n'a pas l'air trop. Si vous commencez par lui, lui, mais lui aussi, hein, deux, trois petits. Vous voyez. Donc, et tous les hommes doivent. Vous voyez, la fraternité est posée comme une obligation éthique. Le monsieur là, du dictionnaire, il avait compris que c'était un truc moral. Hein. Doivent. C'est une obligation, c'est un impératif éthique que l'on doit accueillir, non pas comme une corvée, hein, comme les républicains accueillaient. C'est pour ça qu'ils ont préféré la solidarité. Les autres étaient pas marrants de vivre avec les autres. Hein. Si on pouvait se passer des autres, on resterait entre nous, nos petits moi-je, hein, notre groupes sociaux, ma petite famille, mon petit club, mon petit truc, ça suffirait. Hein. Bon, les autres, quand même, c'est... Bon, vous voyez, et la fraternité nous convoque dans cette universalité-là. Et vous voyez que ça dérange. Hein. C'est dérangeant, c'est pas arrangeant, c'est pas... Voilà, mais ça nous sollicite sur cette obligation. Doivent, ça veut dire, c'est pas si je veux, hein, de temps en temps, si je suis de bonne humeur, comme ça, pourquoi pas, non, c'est doivent. Hein. Il y a une continuité, c'est un travail sur soi-même, la fraternité, sur sa psyché, etc. Hein. Et pour que la fraternité ne devienne pas une corvée, une obligation, mais une obligeance. Il y a l'obligation qu'une corvée, mais quand l'obligation devient une obligeance, la présence de l'autre
m'oblige, me stimule. Vous voyez, hein, on peut le voir différemment, l'obligation. C'est pas forcément, ah là, je veux voir les autres quand même, bon, puis lui, puis les Roms, et puis tout ça. Voilà. C'est compliqué. Enfin, vous voyez, bon, actuellement, il y a des cas de figure, hein, de discours de haine, d'exclusion. Hein. Au nom d'ailleurs de la fraternité, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, bon, on ne pouvait pas faire la soirée sans lui, vous avez peut-être écouté ses vœux le 31 décembre, bon, vous avez mieux à faire, d'accord, mais moi j'écris tout, hein, dans mon dossier, et il a terminé par chers compatriotes, je souhaite que nous apprenions à donner un sens à ce beau mot de fraternité. Il a terminé son discours de vœux là-dessus. Et au nom de la fraternité, on développe un discours de haine. C'est pas ce que ça veut dire. Hein? C'est pas ce que ça veut dire. Oui, non mais c'est ça qui est... Non mais il a dû... Non mais réfléchissez. Oui, d'accord, mais... Non mais justement, c'est ça qui est dangereux. Et vous avez un livre... Vous avez peut-être lu 1884 de George Orwell. Hein, bon. Et vous savez que c'est Big Brother, hein, le patron, grand frère. Et au nom de la fraternité, lisez le livre, il développait le parti, le Big Brother, pour développer tous les jours 3 minutes de haine, hein, au nom de la fraternité. Et il y avait des semaines de haine, mais justement, c'était la haine qui rassemblait les gens contre les autres. Hein. C'est-à-dire que la fraternité peut très bien servir à développer la haine. Alors je ne dis pas que Nicolas Sarkozy, c'est Big Brother, mais c'est au moins Little Brother. Bon, c'est facile. Mais quand même, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, je vous rappelais que je voulais simplement vous laisser en élargissant le panoramique, sur cette question, en disant que la première question que les hommes se sont posées, c'est la question de la fraternité. Mais comme une question, c'est dans un texte qui était le texte, si vous voulez, que les hommes avaient à leur disposition à ce moment-là, qui était la Bible, hein, qui est pas, bon, alors qu'on soit chrétien ou pas, peu importe, hein, c'est un document, la Bible, c'est un témoignage de l'homme, c'est un témoignage anthropologique, éthique, politique, juridique, c'est très très riche, on n'a pas besoin d'être chrétien pour lire la Bible et s'intéresser à la fraternité. Moi-même, je suis banalement agnostique, mais je trouve que ce qui est dit est passionnant. Rappelez-vous la première question, le premier chapitre, le premier livre, le premier chapitre, le premier paragraphe, de quoi on nous parle, hein, du sympathique couple Adam et Ève et leur aimable progéniture, le couple prototypique, et qu'est-ce qui se passe? C'est la question de la fraternité qui est posée à travers le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Hein. Et ça suscite deux questions de la part de Yahweh, Dieu, hein, unique, mais on peut remplacer Yahweh pas besoin de chrétien, par la conscience humaine universelle. C'était la façon dont on parlait de l'homme à travers Yahweh qui était structurant à l'époque. Il peut l'être encore maintenant. Moi, je suis agnostique, mais j'ai rien contre les croyants. Mais, bien sûr, c'est intéressant. Hein. Mais, comment dire, il y a une double question qui est posée, mais ce sont des questions, justement. C'est pour ça que l'intelligence, Yahweh, donc la conscience, dit à Caïn, il dit: qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà, pose la question du frère. Une société, est-ce qu'elle peut vivre par le meurtre? Qu'as-tu fait de ton frère? Yahweh, il ne dit pas espèce d'abruti, tout ça. Non, pas du tout. Il pose la question du frère. C'est la première question qui est posée. Premier livre, premier grand livre, premier chapitre, premier paragraphe. Tout de suite, c'est la question de la fraternité. Qu'as-tu fait de ton frère? Et l'autre, Bénet, il dit: suis-je le gardien de mon frère? Mais il prend conscience, à travers ça, si vous voulez, que, oui, il avait un frère. Hein, donc, alors, c'est une famille de sang, mais à travers ça, c'est le problème de la fraternité qui commence à être posé. Alors, on peut dire, le fait d'avoir un frère, on peut dire, c'est, de façon descriptive, c'est la frérité, sauf qu'au lieu de la fraternité, on a eu la frérocité, hein, ce qui n'est pas la même chose, vous voyez. Bon. Et donc l'impossibilité de faire humanité. Et c'est la première question. Et ces deux questions, qu'as-tu fait de ton frère? On pourrait dire: qu'as-tu fait des Roms, qu'as-tu fait des terrains? Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mon frère c'est mon frère, moi c'est moi je, lui c'est lui je. Donc voilà, puis
Cette question-là, elle est toujours posée. Elle est posée sous forme de question. Et on n'a pas beaucoup avancé. Et lorsque la Déclaration universelle nous dit que tous les hommes doivent agir dans un esprit de fraternité, l'esprit de fraternité, c'est aussi une question. Ça veut dire, au fond, après la barbarie nazie qui met en place ça, est-ce que nous ne devrions pas être habités par l'esprit de fraternité, mais tous les hommes, la grande famille humaine. Mais, vous voyez, la question nous est à nouveau posée. Alors, est-ce que cette question, on va la considérer, on va s'en emparer, on va la considérer, ou bien on va rester un peu indifférent, en retrait, continuer à faire comme si on va maintenant, bricoler, ou bien tous les hommes, c'est-à-dire chacun d'entre nous, parce qu'on pourrait dire tous les hommes, oui, vas-y, bravo, vas-y, mais moi pas trop quand même, bon, voilà, un petit peu, mais bon, je suis pas trop, je suis un républicain, moi, c'est-à-dire contre la fraternité. Oui, c'est ça, je suis désolé de vous brusquer, mais je pousse un peu loin quand même, bon, il faudrait introduire quelques nuances. Voilà. Donc vous voyez, la question de la fraternité nous est posée, et je voulais simplement poser la question. Bon, je ne vais pas assez travailler sur les résistances, j'y reviendrai dans la question de l'éducation, car la question de l'éducation nous pose justement construire un être humain, c'est lui apprendre à devenir fraternel. Parce que la fraternité n'est pas donnée, n'est pas acquise. C'est un travail de soi sur soi-même. Et c'est un long travail. Mais si on consent à se souvenir que très tôt la question nous a été posée, c'est que la question de la fraternité, elle a commencé à habiter l'homme très tôt. Donc d'une certaine façon, c'est une question qui nous habite. On peut dire que la fraternité, à titre de question ou d'interrogation sur nous-mêmes, elle nous interroge. Et que peut-être nous sommes, d'une certaine façon, habités par la fraternité, mais sur le mode d'avoir à le devenir. On pourrait dire, et je terminerai là-dessus, peut-être sommes-nous fraternels, mais nous avons à le devenir. Nous le sommes d'une façon que nous ignorons. Nous sommes habités par la question de la fraternité. C'est la première question que les hommes se sont posées. Ne faisons pas semblant de dire il a fallu. Voilà. Donc, deviens ce que tu es, disait le poète grec Parida. Donc, tu es fraternel, donc deviens-le. Voilà, on démarrera comme ça la prochaine fois.